si je vous dis non, c'est non, oui, c'est oui, vous pensez immédiatement à la question du consentement dans la relation sexuelle. Et ce sera bien le thème qu'on va traiter pendant 20 minutes, c'est la question du consentement dans la relation sexuelle. Le titre de la conférence, de la mini-conférence, c'est « Oui, point d'exclamation, oui, point d'interrogation ». Et justement, il est intéressant ce titre parce que c'est un « oui » d'abord affirmatif, mais on va s'enquérir de « est-ce que c'est vraiment oui, ce oui ?» Et en effet, il est possible qu'un « oui » ne soit pas complètement un « oui », parce que encore faudrait-il s'enquérir que la personne qui dit « oui » est bien consciente et informée sur la situation dans laquelle elle dit oui. Encore faut-il vérifier qu'elle ait eu la liberté de dire non, car une personne qui dit oui sans avoir la liberté de dire non, ça reste un oui contraint et le oui n'est pas valide. Prenons l'exemple d'une employée qui, des mois durant, doit faire face aux avances de son patron, qui la harcèle, et dans un contexte de grande vulnérabilité économique, pour aussi avoir la paix, finit par dire oui. Ce oui n'a aucune validité. Autre exemple, un enfant qui dirait oui à un adulte, un élève qui dirait oui à un professeur, un patient à son psy, un client à son avocat. Toute situation en fait où il y a un état de vulnérabilité et un rapport de pouvoir jette un soupçon sur le oui qui est donné dans cette relation justement d'inégalité. Alors, on pense évidemment au consentement de Springora, qui a été bien médiatisé grâce au film, où une jeune fille développe une relation amoureuse avec un homme, écrivain célèbre, mais beaucoup plus âgé qu'elle. Relation d'inégalité. On pense aussi à l'affaire Weinstein, où des femmes, des futures actrices, sont contraintes à dire oui pour pouvoir faire carrière. Que vaut ce oui ? Est-ce qu'il est valide ? Évidemment non. Alors à quelles conditions un oui consentant est valide ? Telle est la question. Et là, il y a une ambiguïté qui tient en fait à la définition même de ce qu'est consentir. Qu'est-ce qu'on fait quand on consent ? Il y a 3 sens en réalité dans consentir. Le premier sens, consentir, c'est sentir avec, d'accord ? Donc c'est un sentiment. Mais le deuxième sens, ça veut dire acquiescer au projet de quelqu'un, donc céder à la volonté de quelqu'un. Quelqu'un propose et la personne, en fait, acquiesce à cette proposition. Dans une relation inégale, masculin-féminin, par exemple, une relation où il y a une domination masculine sur la femme, eh bien, cette façon d'acquiescer à la proposition de l'homme peut être perçue comme une forme de reddition. Elle cède à sa volonté, elle adopte sa volonté comme la sienne. Là, on sent que le consentement est problématique. Mais il y a un 3e sens du consentement, et c'est celui en général qu'on va promouvoir, c'est le consentement au sens où on va donner son accord en tant que personne libre, capable de choisir et de négocier. On va donner son accord, c'est-à-dire on va autoriser quelqu'un à faire un acte à condition que ce soit légal. C'est cette dimension en fait du consentement qui est plus contractualiste qu'en général on retrouve dans les cours d'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle dans les écoles, où on parle du consentement plutôt en ce sens contractualiste. Pourquoi contractualiste ? Parce que, en fait, c'est plutôt l'esprit, évidemment on ne va pas signer un papier, mais c'est plutôt l'esprit, c'est-à-dire que les deux partenaires d'une future activité sexuelle ou de l'activité sexuelle qu'ils vont mener se mettent d'accord sur un certain nombre de droits et d'obligations. Parce que finalement, donner le droit à quelqu'un de faire quelque chose sur nous, nous concernant, ça l'oblige en même temps de suivre un certain nombre d'obligations. Imaginons que quelqu'un vous propose de vous toucher. Alors, mais toucher quoi ? Combien de temps ? Parce que si vous toucher tout le temps. Ou toucher avec quelle intensité ? Donc, on va préciser, toucher l'épaule, 10 secondes pour faire la bise, etc. Et donc, la personne qui s'engage, à qui on donne le droit, en fait, de nous faire quelque chose, eh bien, elle a des obligations. Elle doit faire ce à quoi elle s'est engagée à faire, pas plus, pas autrement, et pas plus longtemps que ce à quoi on lui a donné le droit. Donc, la personne à qui on donne un droit dans le consentement, elle a des obligations en retour. En retour, évidemment, la personne qui consent,
elle a aussi des obligations. Elle ne peut pas, au moment où elle laisse faire ce qu'elle a consenti, fracasser le crâne de la personne pour se venger ou aller ensuite porter plainte. Ouais, cette dimension contractuelle protège en fait les partenaires de ce qui pourrait se passer, d'abus de pouvoir dans une relation inégalitaire. Et c'est cette dimension contractuelle qu'on va défendre dans un premier temps. C'est pourquoi il faudrait contractualiser la relation sexuelle. Et d'abord, est-ce que c'est possible de contractualiser la relation sexuelle ? Il y a des images assez ridicules qu'on utilise dans les conversations. C'est est-ce qu'il faut à tout moment donner son accord ? Est-ce que je peux te faire ça ? Oui. Et ça ? Et je peux te mettre le doigt là ? Ou je peux t'embrasser l'oreille ? Oui. S'il fallait demander à chaque fois, ça serait la mort du désir. On n'aurait plus du tout envie, évidemment, de vivre ce genre d'activité. Donc ça, c'est la version un peu ridicule du contrat, mais on voudrait défendre quand même l'esprit du contrat. Pourquoi il faudrait introduire l'esprit contractualiste dans la relation sexuelle ? Ça va être le premier temps, et après on verra quand même quelques problèmes, jusqu'à essayer de conclure sur quelque chose qui pourrait nous paraître satisfaisant. D'accord ? Donc, premier temps, pourquoi en effet il faut faire rentrer la dimension du consentement dans cet esprit contractualiste dans la relation sexuelle. Un lieu de réflexion, c'est la définition du viol. Par la loi, vous avez sans doute tous entendu parler de ce qui s'est passé avec l'affaire Gisèle Pelicot et de cette proposition de faire rentrer le mot consentement dans la loi. Alors pourquoi ? En réalité, le consentement, il est déjà dans la loi, mais il y est de manière implicite, pas dans sa dimension contractualiste. Je vais expliquer pourquoi. Si on revient à la définition du viol dans la loi, dans le code pénal, article 222-23, tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, ou tout acte bucco-génital commis sur la personne d'autrui ou sur la personne de l'auteur, c'est-à-dire que le violeur contraint la victime à lui faire un acte sexuel, donc tout acte par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol. Donc ça veut dire que si l'auteur de l'acte sexuel a utilisé la violence, la contrainte, la menace ou la surprise, alors on infère qu'il n'y a pas eu consentement de la victime. En fait, le consentement, il est implicite, il est inféré de l'absence d'usage ou de l'usage de la violence, de la contrainte, de la menace, de la surprise. C'est-à-dire, s'il y a eu violence, contrainte, menace, surprise, alors la personne n'était pas consentante et elle a subi l'acte sexuel. S'il n'y a pas eu violence, contrainte, menace et surprise, alors l'acte sexuel était consentant. Point. D'après la loi. Et ça veut dire qu'on présume que s'il y a eu acte sexuel, il était consenti. Il y a une présomption du consentement des deux partenaires qui se sont adonnés à un acte sexuel. On le présume, et on cherche à savoir si ça a lieu en raison de ces quatre moyens. Et en fait, évidemment que ça pose problème, puisqu'il y a toutes sortes de situations où il n'y a pas eu usage de la violence, de la contrainte, de la menace et de la surprise, où la personne, la victime, n'a pas résisté, a été passive, docile, obéissante, mais parce qu'elle était dans un état de choc émotionnel, et le violeur n'a pas eu à utiliser la violence, la contrainte, la menace et la surprise pour obtenir ce qu'il voulait obtenir. Il n'a pas eu. Mais la loi étant ainsi faite, eh bien, s'il n'a pas utilisé ces quatre moyens, on estime que c'est consentant. Là, ça pose problème. Ça pose problème puisqu'on sait bien que la victime, elle peut être dans un état de sidération. Ça a été très bien montré par la psychiatre et spécialiste en traumatologie Judith Herrmann, et ne pas résister, en fait, ne pas émettre de signes de résistance à son agresseur. Voilà comment elle définit la sidération. C'est quand une personne est complètement impuissante, quand toute forme de résistance est vaine, elle peut entrer dans un état de résignation. Le système d'autodéfense cesse entièrement de fonctionner, la personne sans défense échappe à sa situation, non pas par une action dans le monde réel, mais plutôt en modifiant son état de conscience. Ce sont là les réponses d'une proie au prédateur qui l'a capturé.
face à cette menace de violence qu'elle sent lui arriver, eh bien, elle se dissocie, son esprit se libère du corps. On connaît bien ce phénomène de dissociation dans les situations de torture, et elle n'a plus la capacité motrice de réagir de manière adéquate dans la situation en disant non, en repoussant, en se protégeant. Donc, elle peut paraître, quand c'est filmé, docile, comme acceptante, ce qui est faux. Alors ça, du coup, si on fait entrer la dimension du consentement, non plus implicite, mais explicite dans la loi, eh bien, ça va nous amener à demander à l'agresseur qu'est-ce qu'il a recueilli comme signe de consentement de la part de la victime ou de ce que lui croit être la partenaire sexuelle. Qu'est-ce qu'il a recueilli comme signe de consentement actif ? Sur quel contrat ils se sont mis d'accord ? Et s'il n'y a pas de signe, alors c'est un viol. S'il n'a pas fait l'effort de recueillir des signes, alors c'est un viol. Par contre, s'il y a eu, en effet, accord préalable, alors on examine de quoi a été fait l'accord. Et est-ce qu'il y a eu abus dans l'accord ou pas pour instruire la plainte. Donc, ça serait un changement du coup de paradigme, c'est-à-dire qu'on partirait de l'idée que l'acte sexuel n'est pas consenti. Deux personnes qui se rencontrent, elles ne sont pas nécessairement consentantes sur l'acte, et elles vont se mettre d'accord pour y aller acte ou pas. Donc on présume le non-consentement plutôt que de présumer, comme dans la loi actuelle, le consentement. Donc ça serait intéressant, ça. Et c'est pour cela qu'il faut introduire cette dimension du consentement contractualiste dans la relation sexuelle, et ce qui nous permettrait de dire que non, c'est non, que le silence, c'est non, que un oui, mais c'est non, un oui, je ne suis pas sûre, c'est non aussi, pour reprendre, vous savez, les expressions de Amnesty International qu'on a vu diffuser un petit peu partout. Ceci étant dit, donc là c'était la première partie où je voulais défendre la possibilité d'un consentement contractualiste. Ça pose des problèmes. Ça pose beaucoup de problèmes, en fait, cette dimension-là. Parce que, premier problème, si les personnes qui vont passer un contrat entre elles doivent pouvoir dire ce qu'elles veulent, encore faut-il qu'elles soient au clair avec ce qu'elles veulent. Or, un sujet transparent à lui-même sur ce qu'il désire, c'est très compliqué. D'autant que le désir sexuel ou la sexualité, elle est obscure, elle est inconsciente. Donc, il est très difficile de savoir exactement ce qu'on désire à l'avance, et même parfois sur le moment. Ça, c'est la première raison, l'absence de transparence du sujet désirant à lui-même. La seconde raison, c'est que le désir, en fait, il nous ouvre à une dimension un peu inconnue, et que il est possible que nous finissions par désirer ce à quoi nous n'avions pas consenti avant. Et il est possible, inversement, que nous finissions par ne pas vous désirer ou ne pas vouloir ce à quoi, pourtant, nous avions consenti avant. Ou désirer ce que nous n'avions pas consenti avant. Vous voyez ? Du coup, il peut y avoir un décalage dans la mobilité du désir qui nous c'est un élan, en fait, vers quelque chose d'inconnu à explorer. Troisième raison, c'est l'idée du projet sexuel. Parce que bien souvent, ce n'est pas l'acte sexuel lui-même qu'on désire. L'acte sexuel, c'est un moyen dans un projet plus global. Par exemple, chose typique, voilà, le petit ami ou la petite amie veut un acte sexuel. On n'en a pas nécessairement le désir, mais on va y consentir pour avoir la paix, pour lui faire plaisir, par amour, pour garder la relation. Ça peut être un gain autre que l'acte sexuel. Donc le gain, ça peut être l'amour de l'autre, mais le gain, ça peut être aussi avoir bonne réputation, le gain, ça peut être l'argent, voilà, avoir de l'argent. Mais si le gain, c'est garder son emploi, donc faire l'amour avec son patron, là, on voit que le gain, c'est un peu plus suspect. Et ça nous amène, en fait, cette histoire de projet sexuel qu'on peut comprendre, ça nous amène à quelque chose de plus trouble qu'on appelle la zone grise, que Nicola Gavet, alors Nicola Gavet, c'est une psychologue néo-zélandaise, et elle s'est fait connaître par justement cette fameuse zone grise, où elle dit il y a un certain nombre d'interactions sexuelles non voulues par les femmes et qui pourtant peuvent être considérées comme consenties. Donc non voulues, mais consenties. Et alors pourquoi ? Elle dit que finalement dans une société où il y a des discours dominants sur l'hétérosexualité, la femme peut se sentir obligée
d'avoir des relations sexuelles, quand bien même elle n'en a pas vraiment envie. Bon, c'est par exemple la femme mariée qui se sent un devoir conjugal à l'égard de son mari, le fameux devoir conjugal. Mais ça peut être aussi de ne pas passer pour une connasse frigide. Ça, c'est Nicolas Gavet, qui, je cite, une connasse frigide, ou de garder sa réputation de bon coup, de femme qui aime le sexe, ou aussi simplement consentir à un acte qu'on sait sinon risquer de devenir violent. C'est-à-dire, paradoxalement, une femme, plutôt que d'être violée, elle peut consentir à un acte, y participer pour ne pas avoir la honte d'être violée. Ça ressemble, c'est un viol, simplement elle évite le viol en y participant. Donc ça peut paraître paradoxal, et c'est pour ça que Manon Garcia, c'était la référence des conseils de lecture, dans la conversation des sexes, dit que finalement il n'y a pas une binarité entre d'un côté le sexe consenti et de l'autre le viol, il y a un continuum possible, et au milieu il y a une zone indéterminée où on ne sait pas exactement si on est dans le viol ou l'acte sexuel consenti. Et ce milieu-là, c'est ça qu'on appelle la zone grise. Donc ça, évidemment, ça pose problème dans notre contractualisation de la relation sexuelle. Et alors, il y a un exemple littéraire très intéressant pour ceux qui voudraient lire davantage, c'est Annie Ernaux dans Mémoire de fille, où elle raconte en fait avec une écriture comme ça distanciée, comment à 18 ans elle a perdu sa virginité dans une colonie de vacances où elle était animatrice avec le chef des moniteurs. Donc il y avait une relation inégale entre le chef des moniteurs, qu'on connaît sous le nom de H, et elle. Elle désire un baiser, mais ce baiser il lui plaît assez, ce chef des moniteurs, mais ce baiser va se transformer en acte sexuel. Il va l'amener dans une chambre et ils vont avoir une activité sexuelle. Et ce qu'elle dit, c'est qu'elle n'a pas vraiment voulu ça, et en même temps, elle aurait pu le planter là, mais l'idée ne lui est pas venue, en fait, de résister. C'est comme si elle se soumettait, dit-elle. C'est pas vraiment se résigner, mais elle finit par consentir, elle se soumet à une loi indiscutable, dit-elle, universelle, celle d'une sauvagerie masculine qu'un jour ou l'autre, il aurait bien fallu subir. Et que cette loi soit brutale et sale, c'est ainsi. Et par la suite, en fait, ils discutent, ça ressemble pas à un viol. Elle mettra des années à mettre le mot viol sur ce qui lui est arrivé. Et elle dira par l'anorexie qu'elle aura subi, mais aussi par la répétition de sexe brutal que c'était un viol. Donc, il y a bien chez la femme cette conscientisation, cette intériorisation, d'un devoir à l'égard de l'homme, d'une contrainte, en fait, parfois inconsciente. Ce que Amartya Sen a très bien développé avec l'idée de préférence adaptative. Il dit, dans une situation d'oppression, en fait, les individus opprimés finissent par ne pas revendiquer leurs droits, mais à accepter des préférences qui pour eux sont mieux que d'autres. Donc accepter une forme d'acte sexuel pas vraiment voulu, c'est mieux quand même que d'être violé. Voilà. Mais ça reste une préférence adaptative d'évaluer dans une situation d'oppression. Alors, c'est pour cela que Catherine McKinnon dit « il ne faut pas faire entrer le consentement dans la loi, il ne faut pas faire entrer le consentement dans la relation sexuelle. » Elle dit ça dans Le viol redéfini, l'égalité contre le consentement. Pour elle, à partir du moment où il y a une relation inégale, il ne peut pas y avoir d'actes sexuels voulus, en fait. C'est forcément du viol. Et à partir du moment où une relation est égale, on n'a pas besoin du consentement. Mais alors, évidemment, ça pose problème parce que quand même, si on enlève les actes sexuels, les activités sexuelles, de toutes les relations où il y a du pouvoir, il va pas rester beaucoup d'activités sexuelles. Voilà. Donc ça pose quand même problème. Et puis, comme le dit Judith Butler, au fond, la relation de pouvoir, c'est une situation érotisante. Donc une femme peut tout à fait désirer l'homme dominant, en fait. Et pourquoi on va condamner ce oui
ce oui ou ce consentement dans une relation de pouvoir, si justement c'est érotisant. On va pas moraliser le oui. Donc elle refuse complètement, Judith Butler, ce féminisme qu'elle dit sécuritaire en fait, qui nous amènerait à un monde hygiéniste, de prophylaxie, où on interdit aux femmes certains désirs, le désir de sexe brutal, le désir de sexe pornographique, le désir d'être avec un homme dominant dans une relation totalement inégalitaire, pourquoi pas. C'est pour cela que, et je vais vite, Clara Serra, c'est ma troisième position, et la réponse du coup à ma question, Clara Serra, dans un livre qui vient de sortir, La doctrine du consentement, elle propose ça en 2025, elle dit, il faut maintenir le contrat, même si ce n'est pas parfait, c'est une fiction, alors évidemment on va pas signer de papier, c'est une fiction, mais quand même qui permet d'éviter le pire, c'est-à-dire des relations d'abus, de violence. Alors, c'est pas parfait, le contrat, mais ça évite aussi ce que propose Catherine McKinnon, c'est-à-dire d'invalider certains oui des femmes sous prétexte que ce oui est indigne d'elles, quoi. Et donc d'imposer aux femmes d'avoir certains désirs et pas d'autres. Ça serait reproduire des stéréotypies de genre que de dire qu'une femme, elle n'a besoin que d'amour, que de sexe doux et affectueux et attentionné, alors qu'elle pourrait avoir désir d'autre chose, quoi. Voilà. Donc, au final, pour conclure, un oui, ce n'est pas complètement un oui, mais il faut quand même regarder à la situation dans lequel le oui est donné, et puis maintenir quand même cette idée de fiction, quoi. De contrat, pardon. On se met d'accord.